J'ai une des théories les plus intéressantes que je ne vous ai jamais partagées sur la chaîne, donc attention, si tu veux suivre cette théorie, va falloir écouter attentivement tous les arguments que je vais donner aujourd'hui. Mais avant ça, comme toujours, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Henrik21, à t'abonner, à mettre la petite cloche gling gling pour être au courant à chaque sortie de mes vidéos, à me dire en commentaire si tu valides ou non la théorie, bien sûr sans être trop méchant, et surtout à t'abonner puisque vous êtes 45% de personnes à regardez mon contenu sans jamais vous abonner. Donc s'il vous plaît les gars, faites un effort aujourd'hui, surtout si la théorie vous plaît et vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une théorie qui va répondre à pas mal de questions qu'Eiichiro Oda esquive depuis un certain nombre de semaines d'années. On va avoir des réponses sur la signification du dé, sur le dernier message de Lilith et sur le pourquoi Goldie Roger n'a rien fait alors qu'il savait tout concernant le futur de ce monde. Et je parle bien sûr de cette histoire d'inondation et de 200 mètres de levée des eaux. Le chapitre commence avec un flashback où on voit un échange entre le Dr Vegapunk et Clover et une grosse révélation nous est faite suite à cet échange. Il se trouve que Clover nous raconte, il est déjà en train de faire des recherches sur le siècle oublié et il demande de l'aide au Dr Vegapunk et il nous dit qu'il a déjà assisté à l'assassinat d'un membre du D. Et cette personne qui s'est fait tuer, qui avait cette lettre dans son nom de famille, n'est personne d'autre que son grand frère. Clobé, dit Clover, et le réel nom de Clover, il fait partie de la lignée des D. Ça fait beaucoup de D un petit peu dans One Piece, et je pensais qu'Oda était un petit peu en train de noyer le poisson en mettant des D un petit peu tout le monde. On a eu la famille Nefertari il y a quelques chapitres, aujourd'hui on a la famille de Clover. Je trouvais ça un petit peu capillotracté, mais à ce moment-là, Clover nous donne une information hyper intéressante. Il nous dit qu'il est capable d'entendre une voix qui provient du passé. Et là je me dis en tant que lecteur de Shingeki no Kyoji, ça me donne un premier indice. Et on va avoir une scène qui sera beaucoup autour de la fuite de Egghead de la part du bateau d'Elbaf et de la part du Thousand Sunny. En ce qui concerne le Thousand Sunny, la principale problématique c'est Nujuro et c'est Atlas qui va sortir un petit peu les Mugiwara du pétrin puisqu'il va une première fois éloigner Nujuro de la trajectoire du Thousand Sunny, mais avant cela il va faire quelque chose aussi de technique qui signifie un petit peu la fin de l'arc. Il va protéger Lilith en la déconnectant et surtout en la rendant invisible de York, qui va prévenir directement le Gorosei qu'il ne reste qu'un seul Dr Vegapunk, c'est Atlas. Donc Lilith est hors de portée, elle est hors de danger, elle va très certainement rejoindre l'équipage sur Elbaf. Il y aura donc un combat dans les arcs à venir entre deux Vegapunk, le Vegapunk démoniaque York et le Vegapunk du côté des Mugiwara, Lilith. Et c'est très important de le savoir. L'autre scène qui représente le deuxième bateau qui doit se sauver, le bateau d'Elbaf, va se concentrer autour d'une autre discussion, celle entre Monkey D. Luffy et le robot Emmett, le robot qui va nous donner des informations, et surtout à Luffy en lui disant « Joy Boy, je suis content de te voir, je vais te suivre dans ce combat ». Et encore une fois, Luffy se retourne vers les géants et dit « Nika, de qui tu parles? Moi je suis pas Joy Boy, je suis Luffy, le robot ». Et Luffy va demander aux géants « Vous êtes en train de voir, il est en train de me parler de Joy Boy ». Et deuxième indice pour ma théorie, les géants n'entendent pas la voix d'Emmett. Emmett va se battre une première fois, il va essayer de mettre un coup de poing à Jupiter, mais celui-ci va lui croquer le bras. Il y a donc un affrontement en 2 contre 1 avec d'un côté Emmett qui sera face à Mars et Jupiter qui vont essayer de le battre à 2. Je pensais que Mars était hors d'état de nuire suite au fait que Emmett lui a mis une grosse patatas fritas la semaine dernière et qu'il lui a pété une défense, mais il n'en est rien, il est encore là. À la suite de ça, on a le vaisseau des Mugiwara qui arrive vers le vaisseau d'Elbaf. Atlas s'explose, se sacrifie un petit peu comme Vegeta pour détruire Nujuro. On sait que celui-ci est immortel et qui va très certainement pouvoir se reconstituer. Mais j'imagine que c'est la scène qui va mettre Nujuro hors d'état de nuire. On l'a vu déjà la semaine dernière que Mars avait été projeté super loin. C'est très certainement le Gorosei le plus dangereux puisque c'est celui qui est capable de voler. Donc on voit un petit peu petit à petit Oda se débarrasser directement des membres du Gorosei un à un pour permettre la fuite et des Mugiwara et du bateau d'Elbaf.
Il reste Emmett qui va se rappeler encore une fois de la voix de Joy Boy, la voix de Joy Boy qui va lui dire qu'il doit utiliser cela. Le robot va très certainement utiliser une dernière attaque. Il dit je vais utiliser cela. Il est face à Jupiter et Mars et va très certainement se débarrasser de ces deux membres du Gorosei. Et pour le dernier, Saturne, il a réussi à sauter directement sur le bateau. Il fait face à Kuma et à Bonnie, et c'est très certainement pour moi Kuma qui, par principe, et je dirais même par symbole, va mettre une dernière patate à Saturne pour le faire décoller du bateau. Mais ça, bien sûr, on en parlera dans ma théorie, dans ma review de demain, parce que ce n'est pour l'instant qu'une théorie. À la fin, on a le message du Dr Vegapunk qui revient et qui nous dit, avec la certaine maxime qui est très connue, qui a été partagée par Doflamingo dans le manga, l'histoire est écrite par les vainqueurs, forcément, parce que les vaincus, ils ont même plus de froc, donc c'est pas eux qui vont écrire quelque chose, hein, c'est le vainqueur qui est bien rompu, qui va dire « file-moi un stylo, je vais écrire quelque chose ». Et il dit que, finalement, il y a une voix dans le passé qui ont réussi à s'exprimer à travers les recherches du Dr Clover, à travers les recherches du Dr Vegapunk. Finalement, le propos du perdant commence à remonter à la surface, et à ce moment-là, on a les révélations, où Vegapunk va dire au monde entier que Goldie Roger a décidé de rien faire. On ne parle pas de Gold Roger, mais de Goldie Roger. Et donc on a l'intégralité des habitants du monde, et on voit la réaction notamment de ceux qui sont à Impel Down, qui va dire « Ah, il a dit Goldie Roger », donc le monde entier va savoir que va savoir le véritable nom de Gold Roger. Toutes ces informations qui nous sont données dans ce chapitre me font éclore d'une théorie assez simple, c'est que les porteurs du dé dans leur nom de famille sont capables d'entendre les voix du passé. Ce sont les uniques personnes capables de l'entendre, puisque dans ce chapitre, on voit que les géants sont incapables d'entendre la voix d'Emmett, la voix du passé. Cette voix du passé, pour moi, même si on voit que la voix d'Emmett ne peut pas être perçue par les géants, est principalement émise par Lily. C'est Lily qui parle à travers la voix de toute chose. Jusqu'à aujourd'hui, on entendait parler de la voix de toute chose. Pour moi, c'est Lily. Et c'est pour cette raison que Im-sama poursuit inlassablement les porteurs du dé. On voit qu'il avait la photo de Vivi, on sait que c'est une porteuse du dé maintenant, de Barbe Noire ou de Luffy, parce qu'ils sont capables d'entendre le discours de Lily. Et c'est également la phrase qu'on a eue lors de la mort de Cobra. Le dernier message que Cobra donne directement à Sabo, c'est de délivrer, de transmettre le dernier message. C'était le travail de Lily, le travail de la famille Nefertari, de transmettre le message, la vérité sur le passé. Et très certainement que si Goldie Roger n'a rien fait, même s'il savait le futur de ce monde, comme a dit le Dr Vegapunk, c'est que très certainement la voix du passé, donc Lily, lui a demandé de ne rien faire. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'expliquer, c'est pour ça que personne ne comprend, mais dans le plan de Lily, il fallait que Gold Roger ne fasse rien et qu'il laisse le monde dans cet état actuel. Très certainement pour laisser l'opportunité à Luffy de réaliser des actions qui sauveront le monde, mais voilà le terrible lien qu'il y a entre l'intégralité des porteurs du dé et Lilith, celle qui a mis en place d'ailleurs les poneglyphes, hein, c'est vraiment la porteuse du message du passé. Un pouvoir qui nous rappelle étrangement le pouvoir de Shingeki no Kyoji, où on a le titan assaillant qui est capable d'entendre la voix de tous les porteurs, que ça soit dans le passé ou dans le futur. Et bon, le plus intéressant, c'est bien sûr ceux du futur. On a ce genre de transmission, hein, la voix de toute chose, ce message historique qui est transmis de génération en génération depuis 800 ans et qui font que les porteurs du dé sont aujourd'hui ceux qui sont capables, ce sont les derniers témoins de ce qui a pu se passer il y a 800 ans. On reviendra en précision sur l'intégralité de cette théorie dans ma review de demain. Si tu as aimé cette théorie, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et bien sûr à t'abonner puisque vous êtes 45% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la review. Bisous bisous, chapitre de ouf pour moi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bye!